Bienvenue à tous sur cette webconférence exceptionnelle sur l'action humanitaire en période de crise du Covid-19. Je suis Marguerite Galland, déléguée générale d'HEC Alumni, et à mes côtés, mon co-organisateur Bernard Elgoul, le délégué général de Sciences Po Alumni. Nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir Thierry Alafort du Verger, directeur général de MSF France, et Joël Veller, directeur général de Médecins du Monde, pour nous éclairer sur ce grand sujet. Alors, peut-être quelques mots d'introduction sur cette conférence que nous sommes vraiment ravis de pouvoir accueillir ce soir, surtout dans un contexte où nous savons que vous êtes particulièrement occupés et où il y a beaucoup de choses sur le feu. Nous avons, avec Sciences Po Alumni, lancé il y a maintenant 3 semaines une collecte solidaire dans nos réseaux au profit de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières pour acheter du matériel médical, principalement sourcé en Chine, pour soutenir l'action internationale de ces 2 grandes organisations. En pleine crise du Covid, c'est vrai que nous avons réalisé que ces circonstances exceptionnelles nécessitaient une mobilisation encore plus forte de nos associations. À nous deux, entre Sciences Po Alumni et HEC Alumni, nous totalisons des dizaines de milliers, voire presque une centaine de milliers d'alumni dans le monde, avec un fort impact, avec une empreinte dans différents pays. Et nous avons souhaité nous allier et créer cette collecte en faveur de 2 grandes organisations dont l'action est mondiale. Alors, d'où est venu ce projet qui peut peut-être surprendre certaines personnes, puisque c'est pas tout à fait habituel dans nos activités d'association d'alumni que de monter ce type d'opération. En fait, je vais vous raconter en quelques mots l'histoire, et puis ensuite on pourra enchaîner avec notre sujet du jour. Mais nous avons assez rapidement, après le confinement que nous avons connu en France, été approchés par un groupe de bénévoles en Chine, dont des bénévoles du réseau HEC Alumni, qui avaient mobilisé leur réseau, qui avaient activé leur contact, étant installés eux-mêmes en Chine depuis de nombreuses années, pour arriver à mobiliser des entreprises chinoises dans la production assez exceptionnelle de grandes quantités de masques et de matériel de protection et de matériel de soins contre la maladie. Ils avaient eux-mêmes vécu ces périodes de confinement, ces périodes de propagation exponentielle de l'épidémie sur le sol chinois. Ils avaient envie d'aider la France, et donc ils ont en très peu de temps mis en place une logistique industrielle et une logistique opérationnelle permettant de faire acheminer de larges quantités de ce matériel vers leur pays d'origine. Alors, on a trouvé que cette initiative était formidable. On a souhaité la soutenir avec nos réseaux, et on s'est dit quoi de mieux que de soutenir en s'engageant vraiment et en montant. C'est là que Sciences Po a rejoint le mouvement, puisque nous étions tout à fait alignés sur l'idée de faire ça en tandem avec de grandes organisations internationales qui avaient des besoins énormes, dont on s'est rendu compte qu'elles avaient, dans un contexte de pénurie, finalement des problèmes d'approvisionnement aussi sur ce type de matériel, et qu'on pouvait faire la différence à la fois en offrant ce canal de sourcing de confiance, et en montant une opération de cagnotte qui pouvait nous permettre de soutenir des gens à travers le monde, de soutenir les soignants, les personnels d'intervention, à la fois de Médecins sans frontières et de Médecins du Monde. Donc, avant toute chose, je tiens à vous remercier, Thierry et Joël, d'avoir accepté ce projet qui était un petit peu, comment on dit en anglais, stab in the dark. On ne savait pas très bien où on allait avec cette collecte initialement, puisque c'est pas notre métier de faire ça en tant qu'association d'alumni. On est très heureux d'avoir travaillé avec vous là-dessus, et je suis fière de dire qu'aujourd'hui, au bout de 3 semaines, on a levé la belle somme de 172 601 €, ce qui est formidable, et je serais ravie de partager avec vous, Bernard le fera tout à l'heure,
les détails pour ceux d'entre vous qui sont sur ce call et souhaiteraient contribuer à cet effort de collecte. Bien sûr, nous ne sommes qu'à 3 semaines du démarrage, donc il y a encore beaucoup à faire. On a un objectif ambitieux. On a maintenant l'objectif de lever 300 000 € pour Médecins sans frontières et Médecins du monde. Voilà, donc sans autre forme de procès, je vais laisser la parole à mon acolyte Bernard pour compléter cette courte introduction et rentrer dans le vif du sujet avec nos 2 intervenants du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marguerite. Marguerite, à qui je tiens évidemment à rendre un hommage très marqué parce que sans elle, cette initiative n'aurait pas vu le jour et cette collecte n'existerait pas. Donc, merci beaucoup, Marguerite. Bonjour à toutes et à tous, aux communautés Sciences Po Alumni et HEC Alumni. On est très heureux de vous accueillir évidemment ce soir. Merci à nos présidents respectifs, les présidents de nos 2 associations qui ont pesé de tout leur poids, se sont engagés auprès de nos communautés et continuent à relayer les messages. Merci évidemment à Thierry et à Joël. Joël, je suis très heureux de retrouver après quelques années, de vous engager également évidemment à nos côtés aujourd'hui pour partager vos réflexions avec nos communautés respectives. Pour partager vos réflexions sur l'engagement humanitaire, l'action humanitaire en période de crise. Et une première question qu'on a envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est des crises, on en a vu un certain nombre tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, des guerres mondiales, des attentats à résonance globale, des crises humanitaires, des crises sanitaires, des crises économiques. Cette crise spécifique, aujourd'hui, qu'a-t-elle d'inédit, qu'a-t-elle de particulier par rapport aux autres? Peut-être Thierry, et puis après vous, Joël. Merci beaucoup. Et puis d'abord, un grand merci à vous tous, hein, comme le disait Marguerite. Et moi aussi, je tiens à rendre hommage à Marguerite parce qu'elle a vraiment donné de sa personne le week-end, tard le soir, pour essayer de monter ce projet. Et, dire qu'elle était vraiment sur le pont. Et merci à vous tous de votre soutien. Alors, pour essayer de répondre à cette question, alors en tous les cas, elle est inédite. On me présentait comme un vétéran de l'action humanitaire parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Et elle est inédite pour moi, elle est inédite pour tous les gens d'MSF, comme elle est inédite pour la plupart d'entre nous, de plusieurs manières. Alors, tout d'abord, elle touche le monde entier et nous, on n'a jamais eu à opérer à un moment donné dans tous les pays du monde, ce qu'on ne fera pas non plus aujourd'hui parce qu'on n'en aura pas les capacités, mais aussi à être obligé de réfléchir à opérer dans des pays où on n'avait pas du tout l'habitude, comme on a des opérations en France, on y reviendra plus tard, mais pas du tout de l'ampleur qu'on vient de développer. On n'avait pas d'opérations aux États-Unis, en Italie, en Espagne, qu'on a dû développer ces derniers temps. Alors après, on est confronté, c'est notre cœur de métier, la réponse aux épidémies, aux conflits. Mais par contre, là, on est confronté à tout type de contraintes. On en a parlé tout à l'heure, l'approvisionnement. On est comme tout le monde. Vous lisez tous les journaux, vous regardez la télé, cette bataille du masque, cette diplomatie du masque. On est en plein dedans. Nous, on était encore il y a quelques semaines à 3 semaines de rupture de stock pour protéger nos équipes sur nos terrains. Et les équipes de soins, c'est d'abord en bon employeur, on doit les protéger, mais aussi c'est une stratégie médicale, protéger nos soignants pour pouvoir continuer à soigner nos patients. On est confronté au fait de ne plus pouvoir se déplacer non plus. Alors, typiquement, nous, on a 90% d'équipes nationales sur tous les 70 pays dans lesquels on travaille, mais on a aussi 10% de cadres médicaux, de cadres en général qui se déploient dans le monde entier. Alors là, je vous assure qu'entre les régulations sanitaires de chacun des pays, les compagnies d'aviation qui sont au sol, c'est rien de dire que c'est une galère que de pouvoir continuer à mener nos opérations. Sinon, juste peut-être aussi un peu d'inédit, mais là, on pourrait dire qu'on l'avait vécu, nous, il n'y a pas si longtemps, mais d'une ampleur moindre, mais avec une mortalité beaucoup plus importante, c'est la maladie en elle-même. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas. C'est un peu, je fais le parallèle avec Ebola, qui a aujourd'hui, comme on avait pour Ebola en Afrique de l'Ouest et au début de l'épidémie au Congo, ni médicaments, ni vaccins. Alors, on peut se dire qu'on a réussi à commencer à voir apparaître des vaccins et des médicaments pendant la
dernière partie de l'épidémie d'Ebola au Congo et qu'on peut souhaiter aujourd'hui, alors on voit bien, il y a plein d'essais en cours, mais de voir apparaître des traitements et peut-être un vaccin qui nous aiderait à lutter contre le Covid. Et aujourd'hui, le plus gros de la difficulté, ça va être de réussir à maintenir nos actions de soins, quelles qu'elles soient, sur tous les pays dans lesquels on travaille. Merci Thierry. Vous, Joël, côté médecin du monde, qu'est-ce que cette crise a d'inédit pour vous? Thierry a dit beaucoup. C'est une crise mondiale, une crise sanitaire d'abord, mais qui, comme on sait tous, se transforme aussi en crise économique. Je crois qu'il y a 10 pays au monde qui officiellement ne sont pas touchés aujourd'hui. Donc, c'est une crise qui quelque part impacte plus même que la Seconde Guerre mondiale en termes d'État. Je vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Je suis assez d'accord avec lui. On fait face à des contraintes logistiques, de déplacement de staff. Il y a une concurrence mondiale sur les masques. Et d'ailleurs, merci. J'aurais dû commencer par ça. Vous remercier les deux associations pour votre appui là-dessus et pour cette invitation. Donc oui, on vit une période très particulière. Je vais enfoncer quelques choses, mais ce qui fait la spécificité d'une crise mondiale, personne n'est épargné. Et on en sortira tous ou on n'en sortira pas. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de résoudre le problème en France pour avoir résolu le problème de cette crise. Donc ça nous demande encore plus de solidarité en appui aux États, les États surtout qui ont des systèmes de santé fragilisés, mais aussi plus de solidarité avec, et c'est beaucoup des combats de médecins du monde, mais avec les esprits de soins. On ne résolvera pas cette crise sanitaire sans prendre en compte ceux qui n'ont pas la possibilité d'être confinés, les migrants, les gens vivant en bidonville, les gens vivant dans les camps de réfugiés, les gens vivant dans les zones de conflit, les usagers de drogue, les travailleurs du sexe et j'en passe. On en sortira tous ensemble ou on n'en sortira pas de cette crise mondiale. Après, s'ajoute une complexité, je ferai court, mais on était déjà dans une situation une situation humanitaire particulièrement complexe, et ça vient que compliquer notre travail. Thierry le disait, c'est que je pense qu'on a le double défi à la fois de répondre à cette Covid, mais aussi à maintenir les activités qu'on avait avant, nos activités de soins, nos activités de plaidoyer, nos activités d'amélioration d'accès aux soins. Donc, on est un peu sur ces deux choses-là. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le milieu humanitaire en général, mais on fait face franchement à un défi qui est encore plus complexifié avec l'histoire du Covid. J'avais noté quelques exemples parce que vous entendez, je pense, beaucoup de choses aussi à la télé, dans les médias, mais pour vous donner un peu du concret, quand vous voyez là en France comment c'est compliqué la réponse, je regardais là, on me donnait quelques statistiques, mais je prends l'exemple du Sahel. Il y a un médecin pour 10 000 personnes au Sahel. Vous imaginez si ça pète dans la région. Il y a 32 fois plus de médecins en moyenne en France. Et quand vous voyez que le système de santé en France a déjà peine à faire face, vous pouvez imaginer la catastrophe que ça peut être. En Sierra Leone, officiellement, il n'y a qu'un seul respirateur dans tout le pays. Donc, en fait, on est sur une addition de complexité liée à la crise Covid qui, comme je le disais au début, devient une crise sanitaire complète, à mon avis, et pas seulement sur le Covid, pour pouvoir maintenir les autres actions de soins et qui va se transformer en crise économique, comme tout le monde le sait, ce qui risque d'exclure encore les plus vulnérables. Voilà, pour faire court, parce que je peux en parler des heures. Merci beaucoup, Joël. Marguerite, une question? Je rebondis sur ce qui a été dit, puisque vous avez parlé de ce que cette crise peut avoir d'unique et de différent par rapport aux autres crises que vous avez connues, et il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur l'impact concret? Joël, vous commenciez à en parler là sur vos équipes, et puis au-delà de ça, comment ça change vos actions concrètement? J'ai le micro ouvert.
Ben, comme je le disais un petit peu, c'est le plus important pour nous, en fait, c'est la continuité des services de santé, quoi. On le sait, on l'a vécu avec Ebola, qui n'était pas une crise mondiale, et MSF aussi a une grosse expérience là-dessus, mais qu'on risque d'avoir certainement beaucoup plus de morts liées aux autres pathologies et pas uniquement au Covid. Donc, c'est cette double action. Si vous voulez, la première action qu'on a faite, et vous nous aidez là-dessus, c'est la protection des équipes, des usagers, des services, des partenaires. La deuxième action, c'est ce qu'on appelle pour nous le plan de continuité, c'est-à-dire d'arriver à maintenir nos actions, qui ne sont pas que sur le Covid, mais on est sur des actions qui aussi sauvent des vies. La troisième partie de notre action est de réorienter une partie de nos activités et de nos financements avec nos bailleurs sur la réponse Covid. Et là, on va rentrer pour nous dans une quatrième phase qui est de développer des projets pur Covid. Mais toutes les crises sanitaires, alors pas de ce type, parce que moi-même, je suis peut-être un peu plus jeune que Thierry, je ne sais pas, mais je plaisante, mais je n'ai pas vécu de crise sanitaire de cette ampleur. Mais toutes les crises, et je reviendrai sur Ebola, mais nous ont démontré que la comortalité, c'est-à-dire le décès par d'autres pathologies, est aussi, voire plus importante que le virus lui-même. C'est des choses d'ailleurs dont il faudra se questionner aussi en France. Pour Médecins du Monde est très présent en France. On est une ONG internationale de solidarité, mais en gros, en France, on est une communauté de 4000 personnes, dont 2000 bénévoles qui travaillent essentiellement en France. Ce qui nous a percuté de plein fouet, par exemple, c'est l'âge de nos bénévoles. On travaille dans 15 régions en France, où on a des centres de santé qu'on appelle des CASO, puisqu'on ne fait pas un système de santé parallèle, mais où on réfère au système général, au droit commun. La plupart de nos bénévoles, médecins, ont plus de 65 ans. Donc, on est en plus sur un plein renouvellement de génération en termes de bénévolat, qui a été un vrai défi. Mais bon, comme la plupart d'entre nous vivons en France, il y a une vraie solidarité des soignants et une vraie mobilisation là-dessus. On a fermé quasiment toutes nos structures de soins fixes en France, par exemple. Et on a beaucoup développé les actions de veille sanitaire, de maraude. On est dans ce qu'on appelle l'aller vert. Les oreilles. Dans ce qu'on appelle l'aller vert, c'est-à-dire d'aller au plus près des gens, au plus près des patients. Ces actions, en fait, elles sont plus adaptées que les structures sanitaires aux conditions de prévention et de propagation du virus, quoi. Et ça nous permet aussi de contrer mieux les difficultés de déplacement liées au confinement. Alors peut-être juste pour vous donner quelques exemples, parce que je donnais des exemples par rapport à Ebola, mais en Guinée, pendant Ebola, en un mois, par exemple, 2/3 des femmes avaient abandonné leur contraception. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire plus de grossesses non désirées, moins d'accouchements assistés, plus d'avortements, etc. Donc, c'est vraiment, il y a une vraie inquiétude sur les inégalités de genre que crée ce type de pandémie. Voilà. Sierra Leone, j'ai là devant moi, a connu autant de décès maternels que de morts liés à Ebola. Donc, il y a un vrai souci à la fois à maintenir le système sanitaire en place et en même temps à répondre au Covid, avec toutes les complexités logistiques qui sont multipliées par 10 en ce moment, avec la fermeture des frontières. Juste un chiffre, il y a 500 humanitaires français aujourd'hui qui sont bloqués en Europe. Alors, je dis 500 humanitaires qui travaillent pour des ONG françaises bloquées en Europe. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Je vais peut-être arrêter. Merci beaucoup, Joël, pour ces précisions. Thierry, pour Médecins sans frontières, vous pouvez nous en dire également un peu plus sur les actions spécifiques que vous menez? Oui. Vous m'entendez là? Parfait. Comme je disais au départ, déjà, on a… Bonjour Géraldine. Bonjour. Donc, comme je le disais au départ, en fait, on a d'abord ouvert des missions à des endroits où on n'avait pas particulièrement de missions, comme aux États-Unis ces dernières semaines, au Japon en ce moment, en Italie, en Suisse, en Espagne et en France, où on est présent en France, beaucoup moins que Médecins du Monde depuis très longtemps, où là, on a démultiplié nos équipes en France. Alors,
un peu en hospitalier, en support à la demande de certains hôpitaux, mais avec une grande humilité. On aide un peu sur ce qu'on appellerait notre expertise à nous, qui n'est pas l'expertise du Covid-19, parce que personne ne l'a, mais un peu de la médecine de catastrophe. Donc un peu comment faire des triages, comment essayer de sortir plus rapidement des patients des lits. On a cette habitude, nous, de voir des hôpitaux submergés de patients. C'est même un peu notre lot quotidien dans les pays, particulièrement en pédiatrie, dans les grandes périodes de paludisme ou de malnutrition. On peut voir facilement des hôpitaux doubler, tripler le nombre de patients en quelques semaines. Donc, un peu dans les hôpitaux, beaucoup, comme le disait Joël, auprès des populations en difficulté. Donc, quand certains camps ont été vidés ces dernières semaines pour être relogés, les gens relogés dans des gymnases, dans des hôtels. On a déployé des équipes médicales pour faire des consultations médicales, aider au triage, aider à la mise en place des notions d'hygiène, de tout ce qu'on appelle les barrières aujourd'hui. On a aussi développé avec le tissu associatif français, qui est souvent un tissu très social mais peu médical et souvent qui se réfère au système médical existant. Mais là, vu le nombre de… Donc, par exemple, pour tous les acteurs dans des logements collectifs, on a mis à disposition des équipes médicales qui peuvent faire des consultations, aller faire du tri pour aussi tester les personnes et pouvoir isoler les personnes qui sont malades mais qui ne devraient pas aller à l'hôpital et qui n'ont pas d'hébergement. Où vont-ils? Donc, on a aussi participé à l'ouverture de 2 centres Covid+, qui s'appellent aussi des centres de desserrement. J'aime pas tellement le terme, je l'ai pas tout à fait compris, mais peu importe, en tous les cas, c'est pour permettre le Covid de mettre à l'abri, à chaque même à l'abri des incendies. On a des actions aussi un peu du même type dans les quartiers nord à Marseille. Je sais qu'on a démarré aussi une action à Perpignan. Et toujours à peu près pareil autour des populations. Alors, un peu dans le système classique, un peu dans les EHPAD. On a proposé aussi, on fait des consultations, entre autres dans le 94, dans les EHPAD, et surtout sur toutes ces populations dont Joël parlait, qui sont habituellement laissées pour compte des systèmes, qui sont les personnes à la rue, les migrants, les personnes sans abri. En plus, on voit petit à petit des gens qui étaient à la limite, qui n'avaient pas accès encore au système caritatif habituel et qui se débrouillaient eux-mêmes par des petits moyens, les travaux au noir, tomber vraiment dans le besoin. Et en plus, il y a des gens comme ça qui connaissent bien les circuits. Ces personnes-là qui tombent juste maintenant dans ces grandes difficultés ne les connaissent pas et c'est une population particulièrement à risque aujourd'hui. Donc voilà un peu les nouveautés pour nous, c'est vraiment dans les pays riches d'avoir dû développer, dû au système de soins qui a été dépassé et évidemment aux systèmes sociaux autour des problèmes de soins. Ça, c'est pour… Après, on a évidemment essayé… Alors, bon, Médecins sans frontières travaille dans 70 pays et pour ce qui est de la section de Paris, on travaille dans 35 pays aujourd'hui. Donc, on a d'abord essayé d'adapter nos actions. Donc, on a fait, comme vous avez pu l'entendre des ministères de la Santé, on a ralenti, voire arrêté un certain nombre de soins qui n'étaient pas des soins vitaux, des soins très importants. Vous donner un exemple, l'hôpital qu'on a à Amman qui fait de la chirurgie reconstructive pour les blessés de guerre du Yémen, de l'Irak ou de Gaza, de la Syrie. Et ben, pour le moment, comme c'est de la chirurgie reconstructive, on l'a arrêté pour protéger les patients et on reprendra leur chirurgie plus tard. Donc, on a adapté nos soins. Et là, maintenant, on essaie de maintenir nos activités de soins vitaux. Et c'est rien de le dire parce que vous imaginez la crainte d'avoir 2 soignants dans une maternité au Pakistan, ce qui vient de nous arriver il n'y a pas longtemps, qui ont le Covid-19, comment on peut traiter ça, comment on peut assurer que les soins vont avoir une continuité. Je vous donne un autre exemple. Au Yémen, ces jours-ci où on a pu ouvrir 2 centres de Covid, un à Sanaa, un à Aden, on a aussi un centre de prise en charge des blessés traumatologiques que là, on n'a pas arrêté parce que là, ce n'est pas de la chirurgie reconstructive, mais c'est de la chirurgie d'urgence suite à des blessures de guerre. Et ben, on a vu notre activité
pratiquement prendre 20 à 25% en plus. Pour quelle raison? D'autres hôpitaux accueillaient ces blessés de guerre, mais aujourd'hui, la crainte de ne pas pouvoir les prendre en charge avec la crainte de ce Covid et l'impossibilité de se protéger, parce qu'on n'a pas assez, le personnel médical dans les pays dans lesquels on travaille n'ont pas assez de quoi se protéger correctement, commence à refuser les patients. Donc voilà quelques exemples. Donc on a déployé déjà beaucoup d'activités Covid, et là on y reviendra. J'ai vu une des questions sur l'ampleur de la pandémie en Afrique subsaharienne. On a déjà déployé des activités purement Covid. On a ouvert un centre de Covid au Burkina Faso, un autre au Mali, un autre en Côte d'Ivoire, aux Philippines. Enfin, je ne vais pas vous faire la litanie des lieux qu'on a ouverts, mais notre première préoccupation, parce qu'en fait, la mortalité, comme le rappelait Joël, et en plus, rappelez juste une chose, Joël, la mortalité d'Ebola était énorme. La mortalité du Covid, en pourcentage, elle n'est pas très élevée. Par contre, tout ce qui va en découler de l'impossibilité de la continuité des soins et aussi des problèmes économiques et liés au confinement, on pourrait revenir après aussi sur les pratiques de confinement, vont entraîner sûrement des catastrophes sanitaires. Alors justement, en ce qui concerne le continent africain spécifiquement, puisqu'il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le chat à ce sujet. Il y a la question d'Isabelle sur un petit peu l'ampleur de la crise en Afrique subsaharienne. Et puis la question de Catherine aussi qui la rejoint. Est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de comment quantifier cette crise dans des pays où justement le confinement est quasi impossible? Comment on fait comment on s'y prend? Et aussi, je rebondis sur une autre question qui a été posée, c'est la contamination de vos soignants, vos équipes. Est-ce que vous la connaissez aujourd'hui et comment vous gérez ça? Alors, je vais continuer à enfoncer quelques portes ouvertes, mais l'Afrique est grande et diverse. Donc, je ne balancerai peut-être pas des grandes généralités sur l'Afrique. Il y a des vraies inquiétudes. Et je voyais parmi les questions, pardon, mais parce que ça rejoint ce que Thierry et moi venons de dire, c'est l'enjeu majeur, et c'est exacerbé en Afrique, c'est la continuité des soins. Et la continuité des soins, et c'est là, encore une fois, c'est là où vous nous aidez actuellement, elle commence par la protection des soignants. Je voyais une question d'une dame, je crois, qui demandait mais pourquoi les femmes ont arrêté la contraception? Pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités de genre? Oui, c'est-à-dire que, et on l'a vu avec Ebola, mais comme le dit Thierry, il y avait une mortalité qui était quand même bien différente. La différence ici, c'est qu'on est confronté à ça dans tous nos pays d'intervention, parce que par nature, les actions d'MSF et d'MDM, Médecins sans frontières et Médecins du monde, sont quand même dans des pays où le système sanitaire est fragilisé ou fragile. Donc, par nature, on n'est pas dans des systèmes sanitaires qui sont impeccables. La nuance près, c'est que Médecins du monde est quand même en France avec les exclus, en Espagne, etc. Mais bon, restons un peu général. Mais la continuité des soins, elle commence par la continuité et la présence de personnel soignant, et d'éviter que les centres de santé, et Thierry donnait des exemples là-dessus, deviennent les lieux de contamination. Puisqu'il n'y a pas de matériel de protection, les malades vont dans des centres de santé, contaminent, etc. Ce qui empêche derrière une vraie continuité des soins, puisque alors Ebola était 20 fois plus grave en termes de contamination là-dessus, mais c'est tout le système qui, pardon de parler comme ça, mais qui se casse petit à petit la gueule. On n'a plus accès au planning familial, donc on n'a plus accès à sa contraception, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus à maintenir les soignants en place, à les protéger, ce qu'on fait en France. C'est d'abord les masques pour eux, d'abord la protection pour eux. Je crois, et Thierry c'est peut-être mieux que moi, mais je crois que parmi les morts d'Ebola, 1 sur 10, c'est des soignants. Donc le vrai enjeu, il est là. Ce qui entraîne de fait une égalité de genre. Puisque, si vous voulez, on peut considérer que le confinement, l'absence d'accès au planning familial, aux accouchements assistés, il est prouvé et démontré via l'OMS, enfin il n'y a même plus besoin de le démontrer aujourd'hui dans les programmes, augmente les violences au genre. Et ce n'est pas un problème africain, c'est un problème même en France, très clairement. Donc ce type de crise mondiale,
On a parlé d'inégalités sanitaires, c'est aussi des inégalités socio-économiques et ça vient sur des inégalités de genre. Sur des crises moindres, on a pu le démontrer, il n'y a aucune raison que ça passe à travers sur une crise d'une telle ampleur. Voilà. Si vous voulez, Thierry, tu Oui, je peux poursuivre. Alors, veux compléter? celui qui aurait la boule de cristal épidémiologique, voilà, donc je vais être très humble sur ma réponse pour l'ampleur en Afrique. On a quelques données, on voit bien que cette maladie commence à avoir un profil type qui peut évoluer. Il a l'air d'être plus urbain, il a l'air d'avoir des tranches d'âge, il a l'air d'avoir des morbidités assez claires autour de pathologies chroniques, du diabète, de l'hypertension. Donc voilà, il donne quelques surprises. Vous avez tous lu, j'imagine, que peut-être que le tabac protégerait, donc la nicotine protégerait. Il donne vraiment et beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Beaucoup d'incertitudes. Alors, si on prenait la question de la tranche d'âge, on pourrait imaginer que l'Afrique sera un peu plus protégée dû à la pyramide des âges. Mais c'est de s'avancer. Est-ce qu'on va voir sur des comorbidités autres que celles qu'on connaît chez nous, des HIV, des tuberculoses mal soignées, l'immunodépression d'un enfant malnutri sévère, est-ce qu'on va voir cela? On ne sait pas trop encore. Il est vrai que pour le moment, on voit dans un certain nombre, et Joël a raison de le rappeler, l'Afrique, c'est grand. On voit bien que là, pour le moment, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud sont sûrement les pays les plus touchés. Aujourd'hui, peut-être le Burkina Faso a eu 500 cas, mais ça fait déjà un moment que ça a commencé. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas les flambées qu'on a connues chez nous, qui a l'air d'être plus une pathologie urbaine de gens un peu âgés, souvent mal nourris et mal soignés. Donc, on voit bien les pathologies chroniques pas stabilisées. Mais il faut rester très prudent. Il faut suivre le développement de ce profil type. Après, parce qu'on voit bien ce débat un peu d'afro-pessimisme versus afro-optimisme, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut rester réaliste. Le Covid est déjà là en Afrique très fortement par rapport à ce qu'on vient de dire. D'abord, le confinement. Les mesures qui ont été prises un peu, à mon goût, rapidement et un peu calquées sur ce qu'on a pu mettre en place chez nous. Et ça n'est pas sans poser des problèmes. Et Joël le rappelait particulièrement pour les populations déjà démunies dans les pays occidentaux. Mais vous imaginez bien qu'un confinement pour une population qui, en grande partie, vit au jour le jour, se nourrit au jour le jour, l'argent qu'il va gagner va permettre de nourrir la famille. Il y a quelque chose qui ne tient pas. On voit le début d'émeutes, de violences, de discours qui sont tenus à Lagos, par exemple. C'est très inquiétant dans les bidonvilles de Nairobi, dans certains camps. Donc voilà, et ce confinement a déjà des impacts. Les gens n'arrivent plus à se nourrir. La crise économique a déjà aujourd'hui des impacts. On voit bien l'augmentation des prix qui sont en train de se produire. Donc, avec ou sans une grande courbe épidémique, de toute manière, elle est déjà présente très fortement par rapport à ses conséquences. Donc voilà. Est-ce que ça va flamber ou pas? Est-ce que ça va être plutôt un marathon et quelque chose? Peut-être pour l'Afrique, une des chances qu'ils ont, c'est qu'ils ont un peu rompu à cet exercice par lequel on vient de passer, des hôpitaux débordés, la gestion même de la mise à distance. Ebola en faisait partie, mais on parle souvent d'Ebola, mais on pourrait parler de la méningite, on pourrait parler de la fièvre Lassa, qui impose un certain nombre de distanciations sociales, comme on l'a appelé chez certaines personnes. Après, Joël le rappelait, au niveau accès aux soins et accès aux soins global, nous, on est en train de prendre le pari que si ça flambait, on envoie par exemple des unités pour produire de l'oxygène. Est-ce qu'on ira jusqu'au respirateur mécanique? C'est pas sûr. Ça demande énormément de personnel, énormément de personnel très bien formé, et personne n'aura suffisamment de personnel si ça devait flamber. On ne peut pas faire une généralité de l'Afrique, depuis l'Égypte, en passant par l'Afrique du Sud, en passant par le Mali.
Et pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne et le Sahel, voilà ce que je pourrais en dire. Donc, un peu d'espoir, mais quand même des vraies craintes encore aujourd'hui. Et de toute manière, une réalité qui est déjà fortement là. Et une autre réalité qui est à venir, hein, j'entendais les discours de WFP ou d'Oxfam qui annoncent déjà la pandémie de la faim. Alors, je connais un peu ces discours un peu forts, un peu immédiats pour prévenir et pour pouvoir aussi remplir les caisses et remplir les stocks. Mais par contre, je les rejoindrai sur le fait qu'on peut s'attendre à des périodes de disette et à beaucoup d'endroits suite à, ces confinements, ces difficultés économiques, deux, la crise aussi pétrolière. Un pays comme le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville vont être frappés de plein fouet et c'est les populations les plus démunies qui vont en payer le prix. Alors, je voudrais rebondir sur une question qui s'adresse à vous deux et qui est posée par Eric. Est-ce que vous travaillez en coordination avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et d'une manière plus générale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature des collaborations qui existent entre vous et les grandes organisations internationales? Moi, je veux bien commencer là-dessus. Je ne suis pas le plus grand fan des agences des Nations Unies. Il n'empêche qu'on a une coordination mondiale de la réponse sanitaire. l'OMS c'est là-dessus, mais oui, on collabore avec les agences des Nations Unies qui travaillent autour de la santé, l'OMS, l'UNICEF parfois. On a des collaborations au niveau, enfin à mon niveau et au niveau des terrains. Après, la réalité des opérations, elle se fait plus en coordination avec d'autres organisations de solidarité internationale et beaucoup avec des partenariats locaux. Et entre autres, aujourd'hui, par exemple, Médecins du Monde, le réseau Médecins du Monde travaille dans 70 pays environ, Médecins du Monde France dans 30 pays. Dans les 30 pays où est présent Médecins du Monde France, on travaille aujourd'hui partout sur la réponse Covid avec les autorités locales. Il y a j'allais dire, c'est dans notre ADN, c'est les coalitions de causes communes, et on essaie d'avoir une approche holistique. C'est-à-dire que la santé, c'est aussi l'accès à l'eau. Regardez en France, c'est les mesures de protection, le lavage des mains, c'est aussi l'accès à minimum, il a raison Thierry, un minimum d'alimentation et de nutrition, etc. Donc, on a des partenariats forts avec d'autres ONG comme Handicap International, Action contre la faim, Solidarité Internationale et d'autres, à la fois sur la réponse, à la fois sur la logistique, même on mène des opérations de collecte ensemble. Enfin voilà, ça existait, enfin tout ça n'est pas créé à travers le Covid, hein, ces partenariats stratégiques, si je peux dire, se construisent avant et sont efficaces au moment de la crise. On a la chance, un Médecin du Monde, d'avoir un réseau on est 16 Médecins du Monde dans le monde, 16 Médecins du Monde indépendants, hein. On a une marque en commun, un mandat, un ADN en commun, qui sont 16 acteurs. Ce qui fait un Médecin du Monde, ce n'est pas tellement ses activités à l'international, c'est ses activités qu'on appelle domestiques. Donc les 16 Médecins du Monde sont aussi, on est un réseau de gens qui en vont des activités locales. On n'est pas qu'une ONG du Nord qui va au Sud, on est d'abord une ONG locale qui a des activités dans leur pays. Donc ça aussi, c'est un énorme partenariat parce qu'on est 11 Médecins du Monde en Europe, ce qui nous permet aussi de remonter les informations, d'avoir du plaidoyer avec l'Union européenne, d'essayer d'améliorer l'accès aux soins par l'accès aux droits. Enfin voilà. Donc oui, du partenariat, beaucoup de partenariats locaux, et ça depuis longtemps, ce qui permet aussi aujourd'hui de limiter les problèmes d'accès, pour nous au Nord, mais qui nous permet de continuer l'accès aux bénéficiaires et surtout aux gens les plus éloignés grâce à ces partenariats stratégiques. Et comme je le disais, mais je pense que c'est important parce que on s'en sortira pas juste les associations, c'est-à-dire que ce que je disais un petit peu au début, vu que c'est une pandémie mondiale, il faut que tous les pays du monde soient en mesure de répondre à cette crise, parce qu'on va se refiler le virus les uns aux autres. Donc aussi, on a renforcé sérieusement nos partenariats locaux avec les autorités locales. Et j'allais dire, et même en France, qui n'est pas toujours évident.
Merci Joël pour ces précisions qui répondent aussi en partie à la question que pose Daniel sur est-ce que cette crise a changé la nature des relations avec les autorités sanitaires locales et les systèmes de santé locaux. Thierry, du côté d'MSF, la nature des relations avec l'OMS en particulier, mais les organisations internationales d'une manière plus générale. Bon, je dirais collaboration et tension. Et puis je vais développer un peu. On est d'abord une organisation non gouvernementale et donc un peu, on joue notre rôle de mouche du coche à rappeler en temps et en heure ce qu'on pense être juste ou pas. Et pour vous citer, par exemple, on a eu de vrais différends l'année dernière avec l'OMS sur la vaccination sur l'épidémie d'Ebola, où on trouvait qu'ils ne mettaient pas en œuvre assez vite l'accès au vaccin pour la population. Donc voilà, pour citer. Pour autant, aujourd'hui, on regarde de très près les actions que veut mener l'OMS, qui sortent un peu de leurs habitudes, où ils sont en train de travailler avec le WFP, le Programme alimentaire mondial, le PAM, pour pouvoir approvisionner tous les pays pauvres en matériel de protection, en tests, en matériel biomédical, oxygène, entre autres, les pays du Sud. Dit cela, ou alors un autre exemple de ce qu'ils essayent de déployer, qui est important quand on a parlé du soin aux soignants pour continuer à soigner les patients. Ils voudraient monter 7 hôpitaux dans le monde, un à Addis Abeba, un à Johannesburg, un à Accra, je crois un autre je ne sais plus encore exactement, mais ce n'est pas encore complètement défini, pour pouvoir soigner les soignants. Alors tout ça est très bien. Pour autant, c'est une organisation internationale et donc on l'a vu dernièrement, hein, les déclarations du président américain sur le fait qu'il allait peut-être, c'était une menace, il n'en a pas, je pense même le pouvoir, mais retirer les subventions de l'OMS. On a vu ces dernières années beaucoup moins de subventions obligatoires et beaucoup plus de subventions volontaires auprès de l'OMS, beaucoup plus de fonds privés. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'OMS n'est pas tout à fait maître de son action et très dépendant des États qui se doivent de le supporter. Par exemple, pour ce qui est des protections pour les patients ou pour le matériel de testing, nous, on a commencé à avancer, à faire un appel en disant qu'on pense qu'il devrait y avoir un moyen contraignant aujourd'hui pour les États du G20, du G7, de participer, d'être une forme d'obligation de participer à s'assurer qu'il y aura du matériel de protection pour les soignants dans les pays du Sud. Il y a eu dernièrement à l'Assemblée générale, à l'unanimité, hein, les 193 pays ont voté le fait que quand le vaccin sera disponible, il faudra qu'il soit réparti de manière équitable, mais ceci n'a rien de contraignant. Donc, c'est un peu un vœu pieux parce qu'on n'y arrivera pas, mais on est dans notre rôle d'appeler à des mesures contraignantes pour que les États… Alors, on peut dire, oui, mais nous aussi, on manquait de matériel de protection. Il est vrai. Pour autant, on peut imaginer que le cycle épidémique, à la fin, la France aura sûrement une courbe épidémique descendante et le matériel qui arrivera un peu trop tard, mais qui sera en surstock. On peut espérer ça d'un certain nombre de pays. Donc, il y aura peut-être des vases communicants. Donc, voilà pour ce qui est de l'OMS et des autres organisations des Nations Unies, le PAM avec qui on collabore en ce moment. Donc, voilà. Tension et collaboration pour résumer cela. Et après, juste pour reprendre un peu par rapport à Joël, oui, on a un peu les mêmes démarches en termes de collaboration avec les ministères de la Santé. Alors, pareil, ça peut être de la collaboration et parfois des tensions. Je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes orientations qu'un certain nombre de gouvernements dans nos discours sur, par exemple, le confinement aujourd'hui. Je pense que le confinement peut être questionné dans beaucoup de pays où il faudrait mieux peut-être confiner des populations plus à risque ou trouver d'autres méthodes que celle de confiner une population générale qui aura des conséquences dramatiques. Donc, c'est une vieille habitude aussi de collaboration, mais parfois de tension. On a pu se mettre en tension avec des gouvernements français ou dans les pays dans lesquels on intervient sur des protocoles de prise en charge.
sans citer la chloroquine dont on se servait il y a très longtemps pour traiter du paludisme et où on s'est battu pour l'arrêt de l'utilisation de la chloroquine sur le paludisme avec beaucoup de gouvernements. Certains, comme celui du Burundi, nous a expulsés pour cela parce qu'on avait introduit des nouveaux médicaments qui fonctionnaient à cette époque. Donc voilà. Juste peut-être un mot, pardon, juste un mot de plus sur l'OMS, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît un peu le milieu, mais l'OMS, ce n'est pas un acteur de terrain. Non, 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 non. D'accord, c'est clairement c'est des organisations comme les nôtres, et Thierry a raison de le préciser, les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire, puisqu'on est là avec vous et que vous nous soutenez, c'est ce qui fait la spécificité aussi d'organisations comme MSF et MDM, c'est notre indépendance financière qui nous permet d'avoir une forme d'indépendance politique. Dans les actions de plaidoyer de Médecins du Monde, il y a beaucoup de juridiciarisation des actions. Alors, j'avouerai qu'en ce moment, on lève un peu le pied. On a choisi d'être dans l'effort collectif. Et pour pouvoir, cette liberté-là, pour pouvoir faire bouger les lois, il faut qu'on soit indépendant. Et on est indépendant parce que des gens comme vous nous aident. Et pas parce qu'on est financé par l'OMS ou pas parce qu'on n'est pas, je pense, Thierry, je ne vais pas parler pour toi, mais je pense le savoir, nous ne sommes ni l'un ni l'autre des implémenteurs de programmes OMS. On bénéficie parfois de financement, on bénéficie parfois de matériel, mais il y a une vraie indépendance par rapport à cette architecture humanitaire des Nations Unies, quoi. On est tous des acteurs humanitaires, mais on n'est pas tous tout à fait au même niveau, et c'est plutôt nous qui sommes sur le terrain, au plus loin, au plus près des populations. Alors justement, puisqu'on parle un petit peu de votre business model en tant qu'organisation, je prends la question de Harari. Quelle est l'attitude des grands bailleurs de fonds privés en ce moment? Est-ce que vous voyez une plus grande mobilisation et plus de souplesse dans l'utilisation des fonds? Donc je pense qu'on peut peut-être même élargir la question à se demander finalement qu'est-ce qui change dans votre modèle économique avec cette crise, si tant est que quelque chose change. Ouais. Comme tu veux. Allez. Donc, juste décrire un peu Médecins sans frontières et son business économique et après décliner sur est-ce qu'il y a des choses différentes aujourd'hui. Alors, donc juste pour vous situer un peu, bon, Médecins sans frontières, c'est une association avec des bureaux un peu partout dans le monde, donc et beaucoup de bureaux collecteurs. Et c'est un budget à l'année de fonds privés d'à peu près 1,6 milliard d'euros qui sont répartis sur 6 millions de donateurs. Donc voilà, donc notre grande force, c'est ces 6 millions de personnes. Alors ça va de l'individu et de quelques euros par semaine à des grands donateurs, à des fondations et à des entreprises. Donc voilà, ça couvre un peu tous les moyens financiers. Alors, deux choses. Est-ce qu'on voit un comportement différent des donateurs, et particulièrement des grands donateurs privés? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de gens qui nous approchent pour essayer d'être solidaires avec nous, enfin, à nos côtés pour notre action. Et pas uniquement sur de l'argent. C'est tout à fait, Marguerite, votre première démarche, ça rentrait pas par l'argent, ça rentrait par une vraie problématique. Il manque des PPE, on a des contacts en Chine, on peut peut-être vous aider. Et on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de groupes comme ça qui nous ont approchés, des gens qui essayent de faire des masques de manière différente, sur des… alors on a plus de mal. J'essaye depuis le tout début avec Air France. J'en appelle si quelqu'un est chez Air France aujourd'hui, mais je comprends leurs grandes difficultés. J'en appelle à Air France de nous aider à pouvoir déplacer nos équipes. On arrive à le faire un peu avec eux dans les avions qui servent au rapatriement. Nous, on met des gens qui partent. Pour ceux qui vont rentrer en France, nous, on met des gens qui partent, mais on n'arrive pas à trouver un partenariat. Mais bon, il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir, pour la plupart des gens qui sont là, je pense, qui travaillent dans des entreprises ou qui sont des responsables d'entreprises, que beaucoup sont en grande difficulté.
Pour autant, on sent une grande solidarité. On a beaucoup, moi j'ai beaucoup plus que d'habitude des contacts avec différents partenaires et des nouveaux partenaires, le fonds étatique. Et par contre, est-ce qu'on voit quelque chose de différent dans notre… on ne sait pas encore. Pour être très honnête, on voit une solidarité immédiate. On s'inquiète d'une solidarité qui pourrait se tarir due à la crise économique qui va frapper tout le monde de plein fouet. Donc, on a une vraie inquiétude sur le long terme de voir un peu… et donc, on en profite pour vous remercier et on vous invite à collaborer sur du long terme avec nous. Donc voilà, donc on a une vraie inquiétude un peu sur long terme. Pour le moment, pas aujourd'hui parce qu'on voit une motivation, mais on va avoir besoin de beaucoup de fonds pour plusieurs raisons. Pour le moment, on est un peu contraint encore dans les déplacements, mais et l'épidémie démarrant peut-être un peu plus lentement qu'on le pensait sur un certain nombre de pays, mais on sait que le gros de nos actions est à venir aujourd'hui. Et donc, on est sûr qu'on va devoir dépenser plus d'argent qu'on ne l'a fait ces dernières années. Et de plus, bon, on est comme tout le monde, on voit les prix augmenter, on voit les prix des masques augmenter, on voit les prix des cargos avions augmenter, on voit les prix des transports aériens augmenter, on est obligé d'affréter des avions privés. Donc voilà, donc nos opérations vont coûter plus cher et je pense que nos opérations vont devenir plus importantes dans les mois qui viennent. Ok. Bon, nous, on a un modèle économique. J'y suis là ou… Ouais. Oui. Bon, on a un modèle économique un petit peu différent de celui des MSF. Déjà, enfin, c'est difficilement quantifiable, mais je vous disais, en France, on est une communauté de 4000 personnes qui, pour MDM France, hein, tout le monde n'est pas en France, mais qui est 2000 bénévoles et 2000 salariés, dont 1500 salariés internationaux. Si on pense au réseau, on peut quasiment multiplier ça par 5 ou 6. Donc, on est sur une forme de bénévolat, d'engagement militant et qui est plutôt positif en ce moment parce que des gens nous rejoignent. Je vous expliquais le problème de l'âge de certains de nos soignants qui les mettent en danger. Donc, on a cette base bénévole parce qu'on est sur des budgets qui sont quand même un petit peu différents. Médecins du Monde, c'est 200 millions au global et enfin, n'est pas chiffré cet engagement. On a aussi un modèle sensiblement différent puisqu'on est 50-50. On est 50% bailleurs institutionnels et bailleurs privés, mais que ce qu'on appelle les ressources affectées. C'est-à-dire qu'il y a 50% de nos ressources qui nous sont données pour une action précise, pour un projet violence liée au genre en Centrafrique, et 50% de nos ressources qui viennent essentiellement de la générosité du public, mais qui n'est pas affectée, qui nous permettent notre liberté d'action, d'aller vite sur les crises, etc. Alors, bon, comme le disait Thierry, c'est un peu tôt pour le savoir comment le modèle va être mis en cause. Le milieu humanitaire, dans sa globalité, est en pleine crise. On annonce des pertes entre 25 et 40%, et c'est beaucoup d'associations qui dépendent des bailleurs institutionnels. Il y a une étude de Bond qui est sortie là, cette semaine. Bond, c'est l'équivalent de Coordination Sud en France. Coordination Sud regroupe quasiment toutes les associations françaises, plus ou moins entre le développement et l'humanitaire, mais c'est l'équivalent britannique qui annonce que 30% des associations humanitaires britanniques auront disparu d'ici décembre. Sur les ressources, moi je suis particulièrement inquiet. On avait une discussion hier avec l'Élysée. Ils ont annoncé 1,2 milliard d'aides de la part de la France. Et quand vous regardez les chiffres, au final, il reste 10 millions pour les ONG. C'est-à-dire que l'aide est essentiellement sur du prêt, d'effacement un peu de dette sur certains pays, etc. Donc, il y a en fait les effets d'annonce qui vont pas forcément aller aux vrais acteurs de terrain. Et la grosse inquiétude, et j'en reviens à tout début du débat et de la discussion, la plupart des pays réallouent des fonds. C'est-à-dire que si on nous donne des fonds Covid pour supprimer les financements
sur le VIH, sur le palu ou je ne sais quoi aux autres, on ne fait que, enfin, on ne change rien. Je préfère pas prendre d'argent sur la Covid et maintenir les programmes VIH. Après, honnêtement, certains bailleurs, certains gros bailleurs, Eco aujourd'hui, acceptent une réallocation des fonds, c'est-à-dire que pour plein de raisons, il y a certains programmes qu'on ne peut pas mener aujourd'hui, on peut récupérer ces fonds-là pour faire une réponse Covid. Mais on ne sait pas encore, c'est très tôt, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et aujourd'hui, je vous rassure, si vous souhaitez continuer à nous aider, on ne coule pas sous les millions. Il y a quand même, et il faut le souligner dans la société française, on a beaucoup de petits donateurs qui sont sur prélèvement automatique, qui nous donnent 10 euros par mois, 5 euros par mois, etc., qui sont super importants, hein, parce qu'ils nous permettent d'avoir un modèle économique qui ne dépend pas des fêtes de Noël et de Pâques, je caricature à peine, qui ont augmenté leurs dons, qui sont passés de 12 euros à 15 euros pour participer à la réponse. Je ne sais pas s'ils continueront leur réponse derrière. Pour l'instant, on est plutôt bien aidé par la générosité du public. Mais voilà, ça reste, je vous dis la situation de Médecins du Monde, le milieu au global est un peu compliqué et tout ça reste un petit peu au doigt mouillé parce qu'on est encore la tête dedans, quoi. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Une toute dernière question, puisqu'on approche de la fin. Je crois qu'il y a quelqu'un qui partage son écran. C'est Christian Cucchiarini. Christian, il faut que vous appuyiez sur partager l'écran pour qu'on n'ait pas cette très belle vue. Peut-être c'est Ramatuel, mais c'est très beau, mais il faudrait… Voilà, merci beaucoup. Donc, une toute dernière question qui est revenue à plusieurs reprises sur le chat, qui concerne notamment les terrains de guerre. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré souhaité en tout cas une trêve internationale il y a quelques semaines. Selon vous et des observations qui sont les vôtres, quel est l'impact de la pandémie sur les terrains de guerre en Syrie, au Yémen? Est-ce que vous assistez à une baisse de l'intensité des conflits, voire à l'apparition de trêves sur certains terrains? Thierry et puis Joël. Comme on n'aura pas beaucoup de temps, je vous invite, si vous voulez, à regarder une émission, un débat auquel j'ai participé il y a 2 jours sur France 24, qui traitait vraiment du sujet. Mais pour faire court, et j'ai vu sur Idlib et les questions. Alors, sur le nord de la Syrie, la question est très juste. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. C'est une crise d'1 million de déplacés. Et là, elle a disparu en dessous du Covid. Donc, j'aimais bien la réflexion avec la question qui allait sur Idlib. Pour le moment, on n'a pas vu de cas. On essaie de s'y préparer. On a des mesures alors vraiment sanitaires, eau, savon, distribution. Il faut savoir qu'on a du mal à approvisionner correctement à travers la Turquie les opérations qu'on a en Syrie et à pouvoir envoyer des équipes internationales. Et c'est vrai que j'ai fait, entre autres, j'en ai profité dans cette émission pour faire un appel à l'État turc pour nous faciliter la tâche. Donc, il n'y en a pas, mais on s'inquiète vraiment. Ça serait une catastrophe dans les camps. C'est une population aussi où il y a beaucoup de maladies chroniques, donc clairement, avec des comorbidités possibles. Donc, une vraie inquiétude. Alors, sur le Yémen, c'est très intéressant. Et juste pour la Syrie, oui, il y avait une trêve, mais qui n'était pas liée au Covid, qui avait déjà été mis en place et qui tient bon an, mal an. Pour celle qui est du Covid, qui a été mis en place au Yémen, je parlais avec ma collègue qui est en charge des opérations au Yémen il y a 3 jours, qui me disait qu'il est loin d'être respecté donc c'est peut-être sur le papier. Donc Riyad et les Houthis se sont peut-être mis d'accord sur le papier, mais c'est loin d'être respecté sur le terrain. Et ce qu'on arrive à voir dans les 13 endroits où on travaille sur le Yémen, c'est pas tout à fait le cas. Alors après, plein de difficultés à cela. Rupture de stock, on peut parler de centre de prise en charge d'essai qui va être une nation. Pour vous citer une ou deux choses, dernièrement, une personne qui a fait le tour de 4 ou 5 hôpitaux avec une suspicion de Covid qui a été refusée, qui est passée dans un centre de Covid et qui allait mourir chez elle, où on n'a jamais pu savoir si elle était positive ou pas.
une autre personne qui a été testée avec des écouvillons qui étaient périmés et la personne n'ayant pas de chaîne de froid a mis le test dans sa poche. Allons donc savoir si le test reviendra positif ou négatif. Donc, voilà. Les populations qui sont coincées dans les zones grises qu'on appelle entre Boko Haram et l'armée nigériane, si ça devait prendre là-bas, comment on pourrait intervenir? Grande question. Je fais court, je vous invite, si ça vous intéresse, il y a un débat avec 2 journalistes sur le sujet sur France 24. Merci Thierry. Pour toi, Joël, une brève réaction au MDM? 3 mots. Le cessez-le-feu mondial, porté par le secrétaire général, on est pour, on pousse, vœu pieux. Sur la Syrie, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thierry, mais c'est édifiant la Syrie parce que c'est un problème de plus en Syrie, et depuis 8 ans en Syrie, on meurt justement sur la comortalité. Depuis 8 ans en Syrie, on meurt beaucoup de non-accès au traitement aux maladies chroniques. On meurt de ne pas accès à son traitement contre l'asthme. Enfin, c'est une catastrophe qui ne fait que s'amplifier, même si le Covid n'est pas forcément déclaré aujourd'hui. Et puis là, j'ai un truc sur le Yémen. Vous savez tous que plus de la moitié des structures sanitaires sont par terre en Yémen. Bombardement et ciblage des personnels soignants. Et on me disait là que il y a un blocage. Vous savez qu'il y a un blocage aussi autour du Yémen, qui est un blocage d'abord politique et pas forcément que sur le Covid. Mais un thermomètre coûte $400 sur le marché local aujourd'hui. Juste pour vous donner l'idée de l'accès aux soins, l'idée de l'accès à la prévention là-dessus. Voilà. Juste un truc, parce que j'ai un chiffre que je trouve super, que je ne connaissais pas. Alors, je ne devrais pas dire super. On m'informe là que je ne savais pas, moi, que la Malaisie produit 1/5 des préservatifs mondiaux et qu'ils ont complètement arrêté leur production. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la production mondiale de préservatifs qui est complètement arrêtée. Je ne sais pas où sont fabriqués les autres 4/5. J'en reviens sur la comorbidité, la comortalité, etc. Pardon d'insister là-dessus, mais je pense que c'est la vraie angoisse vis-à-vis de cette crise mondiale. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Je crois que c'était vraiment passionnant. On a retenu que la protection des soignants et des équipes sur le terrain, c'était clé, que l'épidémie s'arrête pas à nos frontières, donc que c'est clé d'avoir une action coordonnée au niveau mondial, et que vous faites un travail absolument remarquable d'être sur tous les fronts à la fois, tout en n'ayant pas que la crise du Covid à gérer et à encadrer, mais aussi toutes les autres, dans un contexte où l'aide humanitaire est sous pression d'un point de vue financier et où chaque don compte. Donc on est d'autant plus fiers et heureux d'avoir pu modestement vous aider, et je souhaite que vraiment de tout cœur que cette collecte soit un franc succès. J'invite d'ailleurs tous les participants de ce webinaire à se rendre sur notre page, que je vais me permettre de vous partager un court instant à l'écran. Voilà, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cette page de collecte. L'URL, c'est www.mdm-msf-uni.org. On va vous partager ça sur le chat dans un instant, et on compte sur vous pour continuer à nous aider à atteindre cet objectif de 300 000 € pour soutenir les actions de Médecins sans frontières et Médecins du monde. Voilà. Notre webconférence s'achève ici. Je te remercie Bernard d'avoir mené ce projet avec nous et puis d'avoir co-modéré cette table ronde. Merci encore Thierry et Joël, et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous tous et à bientôt.